Je ne savais pas que le Canada est tellement généreuse, mais quand même, c'est la vérité. Mais j'avais déjà nourri l'aspiration d'aller ailleurs, d'aller au large, d'être le citoyen de l'univers, celui que j'étais intérieurement. On n'est pas venu pour chercher de la richesse. On est venu pour chercher la liberté. La situation en Roumanie était meilleure quand je suis parti qu'au début du régime. Ça veut dire quand elle est devenue colonie russe. Alors les premières années, les années difficiles, les années d'université, les premiers pas dans la vie, ont été très durs, très difficiles. Avec le temps, les choses ont commencé à s'améliorer un peu, d'un côté. D'un autre côté, c'est nous-mêmes qu'on a appris comment se comporter dans un régime colonial. On a espéré au moment donné que ça va prendre quelques années après ça, l'Occident ne laissera pas toute une carte de l'Europe sur la botte russe, mais finalement on a compris que ça sera pour longtemps. L'idée de partir était depuis toujours. Ça a germé dans la tête de beaucoup de gens de ma génération, de partir. Il n'y avait pas une autre solution. Quand j'ai pensé pour la première fois de quitter la Roumanie, j'avais 27 ans. Et quand j'ai décidé d'immigrer au Canada, j'en avais 37. Il m'a fallu une décennie de sortie, de rentrée, de choix et de décision. Je n'ai eu aucune raison, aucune dictée, aucun besoin, aucune exaspération. Ça a été subitement. C'est comme si j'entendais ma propre voix, mais pas la voix de tous les jours, celle de permanence. Cette voix-là me disait, il faut absolument que tu t'en ailles. Ah, il y a longtemps de ça, il y a 30 ans, je suis parti en Israël pour une visite touristique et je pensais que ce serait facile d'arriver au Canada. Mais le chemin a été très long. J'ai dû passer par un camp de réfugiés en Italie. Enfin, c'était pas formidable la vie dans un camp de réfugiés, même quelque chose de terrible. Mais quand même, l'Italie est tellement belle que il a valu la peine de passer une année en Italie. J'étais une étudiante à plusieurs universités. Je passais une maîtrise en français, naturellement. Et à part ça, je n'étais pas
une travailleuse modèle, parce que ce qui travaillait le plus chez moi, c'était la pensée. Et cette pensée-là s'exprimait en création. Et mon choix, ça a été la poésie, une permanence, et la peinture, toujours une permanence. J'avais dépassé tous les échelons possibles. Je n'avais pas eu de persécution ou de malveillance ou de non-encadrement, non. J'en ai eu tout ce qu'il me fallait, mais j'avais déjà nourri l'aspiration d'aller ailleurs, d'aller au large, d'être le citoyen de l'univers, celui que j'étais intérieurement. Quand je suis parti, j'avais 35 ans, 36 ans, je crois. J'étais un écrivain, j'étais metteur en scène. Je travaillais beaucoup et avec beaucoup de succès. Et du point de vue économique, ça marchait bien. Mais on ne part pas quand on veut, on fait quand on peut. Alors, quand l'occasion s'est manifestée, on l'a fait. Après la Tchécoslovaquie, il y a eu un petit mouvement, une petite trépidation. Alors, c'était le moment quand j'ai eu l'opportunité de partir et c'est fait. J'étais pas membre du parti et j'avais beaucoup de nuits à cause de ça, parce que dans l'enseignement universitaire, la promotion était déterminée par la situation politique. Et quand on faisait les avances, quand on avançait les gens à l'université, on tenait toujours compte du statut politique. Et enfin, j'étais toujours éliminé. Matériellement, on est parti avec rien. On est parti avec 2 valises et comme argent de poche, si c'était au niveau de $100, on les a cachés dans une tube de pâte dentifrice. Quand on est arrivé à Vienne, on a changé pour quelques dollars. C'est tout. C'est pas l'argent qui nous a poussé, ni le manque d'argent, ni l'argent, trop d'argent. Et on n'est pas venu pour chercher de la richesse. On est venu pour chercher la liberté. Le départ, c'était le point charnier de ma vie. Je suis parti avec la fille que j'aimais et on n'est pas marié là-bas parce que si on est marié, un reste pour assurer le retour de l'autre. Donc on est parti fiancés, on s'est marié ici et ça a très bien été. Je suis arrivé au Canada avec une valise très pauvre et ma fille aussi. On était timide. La première impression de Montréal était déplorable parce que on était hébergé sur Côte Sainte-Catherine. Et quand j'ai vu les magasins de Sainte-Catherine, j'ai vu les gens, en fait, ça m'a paru extrêmement modeste par rapport à l'Italie d'où je venais ou par rapport à la Roumanie même. Mais quand on est sorti de Sainte-Catherine et on s'est éloigné un peu dans les quartiers d'habitation et on a fait des excursions en dehors de Montréal, je me suis rendu compte que Montréal est une ville magnifique, de toute beauté, et mérite tout le respect, tout l'amour de la part des immigrants. Je suis arrivé au Canada à l'âge de presque 60 ans. Donc assez tard pour réussir à avoir une évolution, une bonne évolution. Mais j'avais 2 enfants qui étaient assez grands, 18, 20 ans, et c'est pour eux que je suis venu tout spécialement. Et j'ai eu la surprise que mes enfants ont évolué très bien, très très bien.
Ma fille a suivi une école française ici à Montréal. Et après ça, elle a fait des études de biologie, enfin, des études de médecine. Et dans la médecine, elle a choisi une branche très difficile, la radiologie. J'ai récolté mon premier lit dans la rue, dans des meubles jetés, mais j'ai fixé mon habitat vis-à-vis de l'Université de Montréal. Alors, quand j'ai eu le premier emploi comme bibliothécaire à l'Université de Montréal, j'ai fait mes 99 pas pendant un gel terrible de chez moi jusqu'à l'endroit où j'allais professer. En arrivant ici, j'ai compris, ça fait un peu, mais j'ai compris que c'est un pays qui est, comme la Roumanie, entouré par d'autres cultures. La Roumanie est entourée par la Russie, qui est slave, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Serbie, l'Hongrie qui n'est pas slave mais n'est pas latin non plus. Donc il y a un petit îlot latin dans un océan slave. Le Québec a plus de chances d'être entouré par des anglo-saxons, mais entouré quand même. Et je crois que ça a bien marché du point de vue communication. Ce qui est curieux, c'est que je n'ai pas eu de difficultés spirituelles, et ça parce que j'avais choisi le français et que pour moi, le français était ma seconde langue maternelle. Il fallait que je m'exprime en français, en marge d'une culture qui pour moi était la mienne, la seconde par rapport à la roumaine, et que j'avais des choses à dire, à faire et à montrer. Au Canada, c'est difficile de trouver des mécontentements. On est tellement presque gâtés par l'État. Les immigrants sont vraiment gâtés. On a reçu, une fois venu au Canada, j'ai reçu tout de suite un logement. J'ai reçu les meubles, parce que je n'avais rien. Un téléphone. J'ai reçu un salaire, une aide pour la nourriture. Et alors, ça c'est formidable. Nul pays du monde ne n'offre de pareilles conditions. Et je ne savais pas que le Canada est tellement généreuse, mais quand même, c'est la vérité. Ma spécialité est de la parasitologie médicale. C'est une branche de la microbiologie. L'étude des parasites, des maladies parasitaires, l'étude du combat, du traitement des maladies parasitaires. Et en même temps, l'étude des maladies transmises par les insectes, qui sont très importants, comme le malaria, le paludisme. En Roumanie, il a fait des ravages, des épidémies terribles. Bien que j'étais retraité quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai essayé quand même de travailler. Et j'ai réussi à dépasser les examens de vérification canadienne médicale, l'examen général, l'examen pour l'internat, et j'ai travaillé 4 ans. J'ai travaillé à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal, jusqu'à l'âge de la retraite canadienne. Et j'ai préféré la retraite canadienne parce que j'avais la spécialité de médecine tropicale et dans l'espoir de travailler quand même en Afrique. Mon but était d'aller quand même, de voir les maladies parasitaires dans leur nid, dans leur foyer. Et j'ai eu la surprise d'être accepté et d'être encouragé par le Canada, qui m'a envoyé au Ghana tout d'abord,
Après ça, 2 années en Côte d'Ivoire, qui est un pays magnifique et où j'ai eu beaucoup de surprises, de bonnes surprises, de belles surprises sur la beauté du pays, sur la beauté du travail qui m'attendait là. Et enfin, je travaille en Haïti, où enfin la situation n'est pas tellement grave comme en Afrique, mais quand même c'était très intéressant. C'est un pays très accueillant et j'ai eu des satisfactions professionnelles dans tous les pays africains. Heureusement, à part d'être écrivain, j'étais metteur en scène. J'avais une petite expérience en télévision. Et je suis arrivé ici et je trouvais une position en réalisation en Télé-Québec, s'appelle aujourd'hui, c'était Radio-Québec à mon époque, où je travaillais pendant 21 ans. Donc j'ai gagné bien ma vie et l'écriture, je continue de le faire en roumain. Parce que c'est pas possible autrement. Donc j'ai fait les deux. Avec beaucoup de plaisir. Le succès, ça dépend des autres. J'ai été une année bien remplie, bibliothécaire à la bibliothèque de sciences sociales de l'Université de Montréal. Et pendant ce temps-là, on m'a demandé des papiers comme quoi je suis assermentée de rester bibliothécaire. Et au milieu, à la fin de cette période, on m'a dit vous allez maintenant professer ailleurs. Comment ça? Pourquoi? Ben, vous allez professer à la faculté de médecine. Mais je dis, mais pourquoi? Mais parce que si vous restez ici, la directrice sera vous. Vous êtes mieux qualifié que moi. Alors allez-y là-bas et faites l'autre année complète à cette bibliothèque-là. J'avais 7 collègues. Ils pouvaient être mes enfants. Ce qui les dérangeait, c'était le sexe, l'âge, la nationalité et la culture. Alors, j'étais sabotée depuis le matin jusqu'au soir. J'étais la risée de mes confrères, mais ça ne m'a fait rien. Je traitais ça avec le sourire. Et pourquoi, ils me demandaient? Parce que vous ne savez pas quelle est ma satisfaction d'avoir réussi d'être là, entourée de livres. Et je crois que je les ai quand même conquis à la fin. Ma fille avait les enfants de la rue, qui étaient ses collègues. Et mon mari avait tout un passé. Il était de 10 ans plus âgé que moi. C'était terrible pour eux. Ils n'avaient pas mes facilités. Ma familiarité avec le français, c'est la langue d'abord. Et ensuite, ce qu'on a fait. Et ensuite, le niveau. Ils avaient des niveaux confirmés et soutenus. Et là, ils venaient en bas de l'échelle. Mais on a été unis, ils ont eu confiance en moi. Et à vrai dire, ils n'ont pas eu le choix. Ce qui me paraissait le plus difficile à comprendre, c'était leur esprit grégaire, leur mentalité de famille. Et cette famille-là tenait à tous ses défauts, à toutes ses déformations et à toutes ses carences. Ça entrait dans leur spécifique. Et ils voulaient l'imposer. Et comment revenir quand on est parfaitement francophone, qualifié, bon à travailler? Comment revenir? Et j'ai quand même souffert. Et
Une fois, une dame s'est réveillée à 4 heures du matin. Elle est sortie avec son parapluie. Elle m'a trouvé en promenant mon chien, parce que j'ai toujours eu un petit chien à côté de moi. Et elle m'a menacé de son parapluie que si je ne décampais pas, elle allait vraiment m'arroser. Ben, naturellement que je ne suis pas partie. Et elle ne l'a pas faite. Mais j'ai eu des manifestations de répulsion profonde. Et je les ai compris. Je les ai acceptés. C'est-à-dire que dans des situations extrêmes, comme celle-ci, j'ai passé outre. Si personne n'est venu m'attendre à l'aéroport comme je croyais, j'ai passé outre. Si j'ai dû rester un mois chez des bonnes sœurs qui me menaçaient chaque jour de me mettre dehors, je priais de me laisser encore un tout petit peu pour me faire des relations, pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour lire les journaux, parce que j'étais tout près de la place Alexis Nihon. Pour moi, le tout était de connaître le milieu où je me trouve. Et j'ai réussi. J'étais toujours avec les livres devant moi. On devait lire, on devrait être toujours au courant avec les nouveautés dans le domaine de la médecine. Et ça m'a aidé ici de me réadapter. J'ai dû refaire toutes les études de médecine à partir de l'anatomie et de premiers pas que j'ai fait en médecine quand j'avais 19 ans en Roumanie. Mais quand même, j'ai passé tous les examens sans difficulté. Moi et mon épouse, on a étudié ensemble, on partageait les connaissances, les livres, les notes, les expériences qu'on avait. Mais la médecine est très différente ici par rapport à l'Europe. C'est tout d'abord l'aspect judiciaire qui prédomine en médecine. On n'a pas le droit de faire des fautes. Non, bien sûr, on n'a pas le droit de faire des fautes, mais les fautes ne sont pas pardonnées en médecine. Tandis qu'en Roumanie, enfin, le médecin était un seigneur, même s'il faisait une faute, personne n'osait lui reprocher ou l'appeler devant la cour, une cour de justice, non. J'ai fréquenté toutes les universités. Je me suis inscrite à un doctorat. J'ai passé 4 années à suivre des cours. Pendant ce temps-là, il y avait des professeurs qui venaient comme à l'étude et me faisaient tenir des cours. Et j'ai collaboré aussi à la rédaction d'un dictionnaire franco-anglais. Et tout allait à merveille. J'avais et les études, et le progrès, et l'argent, et la rémunération, et je trempais dans le livre français, comme spécialiste. C'est passé comme ça, tout simplement. J'ai eu la chance d'avoir à côté ici, à Montréal, des comédiens professionnels de haut calibre qui vivaient comme comme professeurs, ou fonctionnaires ou d'autres choses. Ils ne vivaient pas du théâtre, mais ils étaient des grands comédiens. Alors, étant donné qu'on a fait un théâtre qui s'appelait le Petit Théâtre Roumain. Et ce théâtre-là était un théâtre professionnel. Je crois que c'était le seul théâtre professionnel en dehors des frontières d'un pays. Peut-être d'autres pays, mais ils n'ont pas besoin. Les Italiens vont en Italie pour voir la culture et l'art professionnel, ou ils font venir des artistes ici. Mais nous, on ne pourrait pas le faire parce que la Roumanie était fermée. Alors, on a fabriqué nous-mêmes.
Et on a fait des spectacles avec le groupe qu'on avait ici. Et on est allé aux États-Unis, partout, même en Israël, on a fait des tournées avec le théâtre roumain, avec des grands comédiens qui étaient Septimius Severus, Mircea Șeptilici, Grigore Pogonat, Popovici Poenaru, Adina Poenaru, qui sont assez, Gheorghe Rusu. Je me souviens qu'on était à Cleveland à un moment donné, et après le spectacle, une famille, père, mère, et 2 adolescents sont venus pour me remercier. Je dis, bon, je vous remercie moi que vous êtes venus au spectacle. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Voyez-vous, nous on a 2 enfants, ils sont à l'âge 17 ans. Ils ont le contact avec la culture roumaine au sous-sol de l'église. Quand ils viennent à la maison, ils regardent à la télévision, au cinéma, au théâtre. C'est une grande différence, mais c'est normal. Mais cette fois-ci, parce qu'ils comprennent la langue roumaine, sont venus, ils m'ont dit après le spectacle, « Maman, papa, c'est pareil. » C'est pareil parce que c'est du professionnalisme. Et après ça, j'ai eu la grande difficulté de faire des activités autres que ça ici. Je ne sais pas pourquoi. Je comprenais un peu plus que les autres. Alors, pour moi, traduire, c'était aussi réécrire. C'était expliquer. C'était établir des dictionnaires et des vocabulaires de 300 pages sur une matière où on n'avait pas fait ça. Et alors, une fois, dans un déplacement à Paris, j'ai été invitée au Club des poètes. Et je me suis trouvée devant une équipe de télévision pour l'étranger. Et ce qu'ils ont dit là-bas, ça a été « Voilà une Roumaine qui vient nous apprendre le français. Mais ce n'est pas une blague, c'est une vérité. Mais oui, c'est elle qui a traduit pour la première fois en entier, sans le renier, comme les autres, le jargon et Jobelin de François Villon. Mais oui, c'est comme ça. Et elle nous apprend le français chez nous, en France. La réaction des gens, ça a été une antipathie absolue. Mais j'ai dû surpasser, parce que ce n'était pas ma faute d'être comme ça. J'étais tout simplement Ionela Manolescu. Dans le même domaine de la culture, je travaille même des premières journées quand je suis arrivé ici. Je contactais les gens qui s'occupaient de l'émission de radio en langue roumaine, et ils m'ont invité de présenter des problèmes culturels de Roumanie. Et comme j'avais une bibliothèque assez importante, j'ai quelques centaines de livres, la majorité en langue roumaine, j'avais dû m'inspirer, de me rappeler des problèmes quand j'étais au cours des lycées, plus tard à l'université. Et c'est ainsi que j'ai collaboré avec des conférences d'abord. Et peu à peu, il m'est venu l'idée d'organiser une association culturelle roumaine, et j'ai trouvé des excellents compagnons. C'est Madame Elena Meșter, c'est Monsieur Călin Toropu qui m'ont aidé beaucoup. Et je ne sais pas comment ils m'ont aidé, on a travaillé ensemble pour la création de l'association culturelle roumaine. Et plus tard, quand j'ai connu Nicola Margignano et Alain Mendicano, c'est alors que nos forces ont réussi à créer vraiment
point de culture tout à fait particulier à Montréal. Ça veut dire on était indépendant de l'église, de l'espace communautaire d'une église. On avait un espace propre, un bureau propre et l'accès aux salles importantes, plus grandes, plus petites, pour organiser des réunions culturelles à Montréal. Et depuis des années, peut-être 15, 20 ans, on s'est réunis chaque jeudi à 3 heures ou à 4 heures, les personnes âgées pour des problèmes culturels. Et les personnes âgées sont encouragées de présenter un problème de culture, de chanter, de danser, de nous présenter leurs préoccupations culturelles, des dessins, de planches, de bavarder ensemble. Et j'ai eu la satisfaction de voir que beaucoup de personnes âgées à Montréal, surtout ceux qui ne connaissent pas le français ou l'anglais, viennent avec plaisir et trouvent un milieu de satisfaction, un milieu familier. Quand je suis arrivé, j'ai compris que les gens comprennent difficilement la situation du monde d'où je viens. Alors j'ai créé un roman pseudo-historique, Cendres et poussière, qui en roumain s'appelle Praful și pulberea, où j'ai imaginé dans la Moldavie un groupe de villages paysans qui s'organisent dans une situation littéraire extrême, limite, et se cachent dans les montagnes avec le prince qui les entoure, le patron, le propriétaire de cette affaire-là, avec l'idée de mettre sur pied une société égalitaire. Et avec les meilleures intentions du monde, tout ce qu'ils ont réalisé après 30 ans de vie ensemble, c'est la cendre et la poussière. Parce que les gens ne peuvent pas être égaux. Après ça, j'avais écrit un autre livre qui, je l'ai ici, s'appelle Le signe du caméléon, qui est un roman en sketch. Il s'agit de la période quand la Roumanie a été occupée. Chaque migrant est mis dans une situation difficile. C'est un double sentiment. D'une part, on est content qu'on est venu ici. On est très content d'avoir une vie honorable, d'être respecté, d'être aidé, de se développer, de pouvoir soigner la famille et de pouvoir apporter le nécessaire pour la famille. Une vie très commode, très honorable, c'est comme en famille, un sentiment de famille, mais en même temps, on a pour la Roumanie la nostalgie. Pas la nostalgie de la vie, mais la nostalgie du pays. Et j'ai fait quelques excursions en Roumanie, en dehors de Bucarest. À Bucarest même, j'ai vu les amis, les musées, et j'ai vu les monastères, j'ai vu les villages, les monuments historiques, tout ça qui sont d'une grande richesse. Et je me suis rendu compte que la Roumanie est un pays très riche au point de vue culturel. Mes conseils, d'après mon expérience propre, sont les suivants. Ne pas penser, ne pas y penser, passer outre. Tous les empêchements, ils ne comptent pas. Ce sont des impressions, ce sont des faiblesses, ce sont des préjugés de la part des confrères
ou de soi-même. Non, mais il faut quand même savoir une chose. On a eu une forte raison intérieure de sortir de chez soi et de venir ailleurs. Il y a plusieurs questions qui se posent, mais l'essentiel est que je n'ai jamais eu faim, je n'ai jamais eu de besoin. Je les avais, ça me tombait du ciel. Et je n'ai pas eu d'aide, ni d'invitation, ni de poussée, non. J'ai eu seulement une raison ferme, celle de réintégrer ma famille, que chacun fasse son avenir comme il veut et comme il peut, mais qu'il ne s'agit pas de lutter, il s'agit de supporter. Même au Canada, je fouille les aspects culturels du Canada et j'ai trouvé des choses magnifiques ici. C'est inoubliable le portrait de Rembrandt que j'ai trouvé dans le musée et le portrait de El Greco, de seigneurs espagnols. J'étais impressionné par les moulins qui se trouvent encore autour de Montréal, des moulins à vent. Ce sont les anciennes murailles des monastères du XVIIe siècle de Montréal, de l'ancien archevêché. Montréal, en plus, offre dans tous les périodes de l'année l'occasion des satisfactions culturelles, des conférences, des expositions, auditions musicales, des concerts gratuites, le tour de la ville en autobus pour toutes les personnes, les tours gratuites. Beaucoup de satisfactions culturelles qui ne sont pas évidentes au premier moment quand on arrive au Canada. Mais si on fouille un peu dans ce domaine au Canada, on trouve une richesse qui nous donne une satisfaction de très bonne qualité. Bon, l'identité nationale, c'est pas une chose qu'on a besoin de... Moi, j'ai pas eu besoin de le promouvoir. Elle est dans moi. Comment je dirais, Aznavour disait que l'immigrant, c'est quelqu'un qui perd tout sauf son accent. Alors, je pourrais paraphraser disant qu'il perd beaucoup des choses, mais pas son identité. Ça reste. Mais ça ne nous empêche pas de l'enrichir avec d'autres éléments qui font une autre identité plus large, plus ample, plus riche, peut-être. Dans mon cas, je crois que oui. Et je constate, je cite le pape de la critique littéraire roumain qui disait quelque part que Dan Citescu a la chance de voir les choses plus grandes, d'un point de vue plus haut pour couvrir un espace plus large. Mais ça, peut-être que ça vient du fait que je suis enrichi avec la culture d'adoption. Un exemple, ça existe ici un quartier chinois. Ça existe des quartiers italiens. Désignez-moi un quartier roumain à Montréal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que les gens peuvent être ensemble sans se ramasser, comment je dis, clôture en clôture. Parce qu'ils ont accepté la société où ils sont arrivés, que ça leur convienne, et je crois que c'est bien. Ceux qui veulent se ramasser dans un quartier, à eux de décider, c'est pas un péché. Mais je considère que les Roumains sont bien acclimatisés ici. Tout ce que j'ai vécu de bien et de beau n'est pas mon mérite. Ça m'a été donné à chaque pas
Et je l'ai exprimé dans ce que je fais. J'ai essayé de traduire cette exubérance intérieure dans mes tableaux et dans mes livres. Quand je suis arrivé au Canada, j'étais étonné en voyant les gens sourire. C'est pas superficiel ça. C'est vraiment une éducation, une manière de vivre. Une manière de vivre vraiment à un niveau supérieur. D'abord, je vois mal pourquoi vous m'avez inclus dans ce programme-là. Parce que je ne crois pas que j'ai de sagesse, ni pour l'use personnelle ou pour le partager, tant pis. Mais si vous m'avez invité, et je vous avais donné quelques petites choses qui sont liées de mon expérience à moi. Mais sagesse, c'est trop dire.